Sur les pentes des Pyrénées, dans un village nommé Brumont, frais et souvent brumeux, vivait un menuisier nommé Henri Sauveterre. Les gens du village le connaissaient comme un homme simple, travailleur acharné, et toujours prêt à saluer ses voisins avec un sourire amical. Chaque matin, il partait sur sa vieille mobilette, transportant sa scie et son marteau dans le panier arrière. Le soir, il rentrait souvent avec une petite attention pour ses deux enfants, des fruits du marché ou un pain au chocolat chaud de la boulangerie. La vie d'Henri semblait ordinaire, pleine de simplicité, mais aussi pleine d'amour. Mais qui aurait cru que derrière la maison à 2 étages qu'il avait construite à grand-peine se cachait un sombre secret qui allait bientôt secouer tout le village. La maison se dressait au bout d'une ruelle étroite que seule une mobilette pouvait emprunter. Ses murs commençaient à pâlir mais semblaient encore solides. Le rez-de-chaussée servait de salon et de cuisine. Tandis que l'étage supérieur n'était à l'origine qu'un grenier vide. Cependant, depuis le milieu de l'année 2022, cet étage s'était transformé en un petit jardin d'intérieur. Les gens voyaient souvent sa femme, Léa Roussel, arroser ses plantes chaque soir. Le basilic poussait dru, le thym s'alignait en rangées et le romarin s'élevait, verdoyant. De l'extérieur, tout semblait luxuriant et beau, comme si la maison débordait de vie. Personne ne se doutait que ce petit jardin servait de couverture à quelque chose de bien plus terrifiant. Fin août 2022, Henri disparut soudainement. Au début, les habitants s'étonnèrent simplement de ne plus entendre le bruit de sa scie depuis son atelier derrière la maison. Sa mobilette était toujours garée dans la cour, couverte d'une fine couche de poussière. Ses vêtements étaient encore suspendus dans l'armoire. Même son vieux portefeuille usé était toujours posé sur la table de chevet. Cependant, Léa répondait toujours froidement lorsque les voisins lui posaient des questions. Son mari était parti loin, disait-elle. Elle ne montrait jamais l'inquiétude d'une femme abandonnée sans nouvelles. Au contraire, son calme faisait froid dans le dos des voisins. Les 2 enfants d'Henri, Rémi, 10 ans, et Sophie, à peine 7 ans, demandaient souvent quand leur père rentrerait. Innocemment, ils croyaient la réponse de leur mère selon laquelle leur père travaillait hors de la ville. Chaque soir, ils regardaient la petite rue depuis la fenêtre, espérant voir apparaître la silhouette d'Henri avec son sourire chaleureux. Mais seule venait l'ombre du soir et le son des cloches de l'église du village. Le plus inquiet était sans aucun doute Antoine Sauveterre, le frère cadet d'Henri. Il savait pertinemment que son frère n'était pas du genre à partir comme ça. Henri donnait toujours des nouvelles, ne serait-ce que par un court message ou un appel téléphonique. Plus d'1 mois sans nouvelles empêchait Antoine de dormir. Ses pensées revenaient sans cesse au dernier message de son frère, la famille avant tout. Quoi qu'il arrive. Ces mots lui martelaient la poitrine chaque fois qu'il regardait les visages innocents de Rémi et Sophie. Antoine se souvenait souvent de son enfance avec Henri. Ils avaient grandi dans les pâturages et les champs de maïs de leurs parents. Henri était le grand frère qui le protégeait toujours. Quand Antoine était tombé dans le petit ruisseau, Henri avait été le premier à lui tendre la main. Quand il jouait au cerf-volant sur le terrain du village, Henri lui donnait toujours des conseils. « Petit frère, la vie n'est pas toujours facile, mais nous devons veiller l'un sur l'autre. » Ce souvenir était si vivace dans l'esprit d'Antoine qu'il lui était difficile d'accepter la disparition de son frère sans laisser de traces. Un après-midi d'octobre 2022, Antoine prit son courage à 2 mains pour se rendre chez son frère. L'air de Brumont était si humide. Des nuages épais s'accrochaient au ciel. De l'extérieur, la maison semblait calme. La lumière du porche était allumée, la porte n'était pas verrouillée. Mais dès qu'il entra, une atmosphère étrange le saisit. La maison était trop bien rangée, trop propre. Comme si elle avait été préparée pour des invités. La photo de famille était toujours accrochée au mur. Le sourire d'Henri était net dans le cadre en bois, mais cette chaleur avait disparu, remplacée par un silence glacial. Antoine monta les escaliers menant au 2e étage. Autrefois, ce n'était qu'un grenier, mais il était maintenant transformé en un petit jardin. Des bacs en ciment à hauteur de genoux étaient remplis de terre noire et humide. Des plants de basilic et de thym poussaient en ordre. Cependant, quelque chose clochait. L'odeur de la terre n'était pas fraîche, mais plutôt aigre et pénétrante, comme si quelque chose était enterré dessous depuis longtemps. Antoine tapa contre la paroi d'un des bacs. Le son était creux, résonnant étrangement. Sa poitrine se serra. Un mauvais pressentiment l'envahit. Était-il possible que son frère ne soit jamais parti loin? Était-il possible que quelque chose se soit passé dans cette maison? Cette nuit-là, Antoine ne put dormir dans son petit studio loué. L'image du jardin sur le toit ne cessait de le hanter. Ses souvenirs d'enfance avec Henri, courant dans les champs et jouant au cerf-volant dans le vent de la montagne, lui revenaient. Il pouvait encore entendre la voix de son frère dire
nous, les frères, devons veiller l'un sur l'autre. » Ses larmes coulèrent involontairement. Son cœur était tumultueux. Il devait faire quelque chose. Le lendemain matin, il retourna à la maison. Il prétendit venir simplement jouer avec ses neveux. Au milieu de la conversation, Rémi demanda innocemment quand son père rentrerait. Antoine fut pris à la gorge, capable seulement de caresser la tête du garçon. Pendant que Léa était occupée à la cuisine, il remonta au 2e étage. Ses mains palpèrent la terre humide. L'odeur aigre était encore plus forte après la pluie de la nuit dernière. Il savait que quelque chose était caché ici. Dehors, le père Bastien, un vieux voisin qui vendait des châtaignes grillées tous les jours, se tenait debout, regardant la cour. Il murmura à Antoine lorsqu'ils se croisèrent. « L'odeur de cette maison n'est pas normale. Comme une grosse carcasse. J'ai peur de le dire, mais tu dois le savoir aussi. » Ces mots résonnaient maintenant aux oreilles d'Antoine. Ses pas se firent plus lourds, mais sa conviction se renforça. Il ne pouvait plus faire semblant. Il devait chercher la vérité, aussi amère soit-elle. Et pour la première fois de sa vie, Antoine ressentit de l'effroi pour cette maison autrefois pleine de rire. L'amour qui avait d'abord grandi des sourires et de l'attention dans cette maison se transformait lentement en peur. Léa Roussel avait été une jeune femme joyeuse, amicale avec les voisins et douée pour entretenir la maison. Quand elle avait épousé Henri Sauveterre, beaucoup l'enviaient. Il semblait si bien assorti. Henri le travailleur acharné, Léa la douce et bonne cuisinière. Au début de leur mariage, leur petite maison à Brumont était souvent remplie de l'arôme d'un pot-au-feu ou d'une omelette aux cèpes chaudes. Les voisins étaient souvent invités à partager le repas. Cependant, les années passant, ce sourire s'était effacé. Ne restaient que des conversations froides, des regards suspicieux et des petites disputes qui devenaient de plus en plus violentes. Certains disaient que Léa se sentait sous pression parce qu'Henri était trop occupé par son travail. Chaque soir, l'homme rentrait couvert de sueur, ne voulant que se reposer. Léa se sentait seule pour s'occuper des enfants. Mais d'autres chuchotaient que derrière son attitude calme, Henri cachait un secret. Vrai ou faux, ces rumeurs suffisaient à transformer la petite étincelle dans le cœur de Léa en brasier. Leur journée était marquée par la suspicion. Quand Henri partait trop longtemps, Léa sentait qu'il cachait quelque chose. Quand Henri recevait un appel téléphonique, elle demandait d'un ton acerbe. La relation du couple se distendait de plus en plus. L'amour qui avait été la raison pour laquelle ils avaient construit cette maison au bout de la ruelle était devenu un haut mur séparant leurs cœurs. La nuit fatidique eut lieu fin août 2022. Il pleuvait à verse. Le vent des montagnes soufflait, apportant un froid glacial. Les enfants dormaient déjà. Pendant ce temps, dans la cuisine, Henri et Léa étaient assis face à face. Des assiettes de restes traînaient sur la table, mais personne n'avait faim. Henri parla d'une voix lourde. « Je suis fatigué, Léa. Je veux que nous nous séparions. » Cette phrase frappa les oreilles de Léa comme un coup de tonnerre dans une nuit noire. Léa resta silencieuse. Son visage était pâle. Toutes les peurs qu'elle avait gardées en elle explosèrent. Peur de perdre ses enfants. Peur d'être méprisée par les voisins. Peur d'être abandonnée seule. Ses mains tremblaient en versant le café. Là, que ce soit par panique ou poussée par la colère, elle y versa des somnifères qu'elle gardait depuis longtemps pour elle-même. Elle lui tendit le café avec un sourire fade. Henri le but. Il n'imagina jamais que cette gorgée serait le début de la fin de sa vie. Quelques minutes plus tard, Henri s'affaissa, faible. Ses yeux étaient lourds, sa respiration commença à ralentir. Léa paniqua, elle secoua le corps de son mari. Mais la peur était plus forte que l'amour. Dans sa panique, elle attrapa un pied de biche qui traînait dans un coin de la cuisine. À ce moment-là, son esprit s'obscurcit. Un seul coup suffit pour mettre fin à tout. Un seul coup qui trancha le chemin de vie d'un mari et d'un père. La maison devint soudainement silencieuse. Seul le bruit de la pluie sur le toit et le tic-tac de l'horloge murale se faisaient entendre. Léa se tenait là, le corps tremblant. Ses yeux étaient vides. Ses larmes coulèrent. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle couvrit le corps d'Henri avec un drap. Puis, cette nuit-là même, elle commença à élaborer un plan. Elle appela un homme qu'elle connaissait du marché, demandant de l'aide pour acheter du ciment et des carreaux. Au milieu de la nuit, ils transportèrent des sacs au 2e étage. Personne ne le sut, seul le bruit d'une brouette grinçant dans la ruelle étroite. Quelques jours plus tard, le petit jardin était là. Les feuilles de basilic semblaient fraîches, le thym poussait en ordre et le romarin s'élevait, verdoyant. Chaque matin, Léa l'arrosait, comme si de rien n'était. Les enfants jouaient en dessous,
sans savoir ce qui était enfoui sous la terre noire. Les voisins qui venaient ne voyaient qu'un beau jardin, ne soupçonnant jamais le sombre secret qui y était enterré. Cependant, bien que la terre soit fermement tassée, l'odeur ne pouvait mentir. De jour en jour, elle devenait plus âcre, et les villageois commencèrent à en parler. Du café du village au petit marché, les chuchotements se propageaient. Il y a une odeur étrange chez Henri. Une odeur de viande avariée, disait-il. Le père Bastien, dont la maison n'était qu'à quelques pas, se plaignait souvent. Le vent du soir apporte une odeur qui donne la nausée. Il priait à voix basse chaque fois qu'il passait devant la maison. Au milieu de toute cette agitation, Antoine Sauveterre était de plus en plus inquiet. Il savait que son frère n'était pas du genre à partir sans un mot. Il était de plus en plus convaincu qu'il y avait quelque chose de plus sombre qu'une simple séparation. Son instinct était infaillible. Chaque fois qu'il voyait ce jardin sur le toit, chaque fois qu'il pleuvait et que l'odeur devenait plus forte, il sentait sa poitrine se serrer. Mais malgré tous ces signes évidents, Antoine hésitait encore. Comment pouvait-il accuser sa propre belle-sœur? Comment pouvait-il croire que la femme qu'il accueillait autrefois avec un sourire cachait maintenant un si grand secret? Cependant, la vérité, aussi sombre soit-elle, trouve toujours un moyen de se révéler. Nuit après nuit, Antoine s'asseyait sur le porche de son studio, regardant le ciel sombre. Le vent apportait le chant des grillons. Mais son esprit n'était rempli que du visage de son frère. Henri, où que tu sois maintenant, je promets de trouver la vérité. Ce murmure devint une prière, une promesse, et le courage qui allait bientôt le traîner sur un chemin plein de larmes. Avons-nous jamais vraiment connu les gens qui vivent sous le même toit que nous? Cette question tournait en boucle dans la tête d'Antoine Sauveterre. Chaque fois qu'il regardait la maison de son frère depuis le bout de la ruelle, aux yeux des voisins, la maison à 2 étages semblait ordinaire. La peinture des murs commençait à s'écailler, la porte en bois était rongée par les termites et la lumière du porche était parfois faible. Cependant, derrière ces murs, il y avait un grand secret qui n'avait pas encore été révélé. Le petit jardin au 2e étage, avec ses feuilles de basilic frais, son thym grimpant et son romarin élancé, était devenu un symbole de fertilité. Mais Antoine savait que cette fertilité n'était pas soutenue par une terre ordinaire. Il y avait quelque chose de plus dense, de plus sombre, de plus terrifiant en dessous. Chaque fois qu'il montait au 2e étage, prétextant accompagner ses neveux, son malaise grandissait. Il s'accroupissait, regardant les plantes, reniflant l'arôme de la terre. De jour en jour, l'odeur devenait plus pénétrante. Parfois, c'était comme une odeur d'engrais pourri, mais il y avait une acidité et une puanteur qui donnaient la nausée. Antoine tapotait le côté en ciment autour du bac de jardin. Le son résonnait creux, comme s'il y avait un espace vide en dessous. Son cœur battait la chamade, ses poils se hérissaient. Il savait que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, alors qu'une pluie fine tombait, Antoine resta longtemps debout devant le jardin. Par la fente de la fenêtre, le vent apportait une odeur de terre humide mélangée à cette étrange puanteur. Il frissonna. Son pressentiment se renforçait, son frère n'était jamais parti. Son frère était toujours là, enterré secrètement sous la terre noire. Cette pensée lui fit fléchir les genoux. Cependant, il essaya de rester calme. Il descendit au salon, s'assit sur le canapé qui était trop propre. La photo de famille était toujours accrochée au mur. Le sourire d'Henri dans le cadre en bois semblait se moquer de lui, comme s'il voulait dire quelque chose. Il fixa longuement la photo, les yeux embués. Il murmura dans son cœur, « Frérot, est-il vrai que tu es ici ?» De la cuisine, on entendait le bruit d'une poêle heurtant une spatule. Léa faisait frire des pommes de terre. En voyant Antoine, elle sourit faiblement. « Serre-toi », dit-elle d'un ton neutre. Il n'y avait pas de convivialité, pas de chaleur comme avant. Antoine regarda le visage de sa belle-sœur, cherchant le moindre signe de tristesse. Mais tout ce qu'il vit, c'était un calme glacial. Il prit son courage à 2 mains pour demander « Ça fait 2 mois qu'on n'a pas de nouvelles d'Henri, Léa. Comment peux-tu être si calme ?» Léa haussa simplement les épaules. « S'il ne revient pas, eh bien, la vie doit continuer. » Cette réponse laissa Antoine sans voix. Ces mots sonnaient comme un aveu sans parole. La nuit, dans son petit studio, Antoine s'assit, serrant ses genoux. L'image du jardin sur le toit continuait de le hanter. Ses souvenirs d'enfance avec Henri lui revinrent. Une fois, ils étaient assis au bord d'un champ, regardant le crépuscule. Son frère avait dit d'une voix douce, « La famille, c'est tout. Ne laisse personne la détruire. » Ces mots résonnaient maintenant comme un dernier message. Le lendemain matin, Antoine retourna à la maison. Il salua Rémi et Sophie qui jouaient.
Rémi demanda innocemment, « Tonton, quand est-ce que papa rentre ?» Maman dit qu'il travaille loin. Antoine fut étranglé par l'émotion. Il ne put que caresser la tête de l'enfant. Son cœur se serra davantage. Il remonta au deuxième étage, prétextant vérifier les plantes. Sa main toucha la terre humide, sentant une humidité étrange. De l'intérieur émanait une odeur de pourriture plus forte après la pluie de la nuit dernière. L'après-midi, Antoine s'assit sur la terrasse de la maison de son frère. Les lampadaires de la ruelle s'allumèrent. Le son des cloches du soir résonnait depuis la petite église. Mais son esprit restait agité. De la petite épicerie de Monsieur Renaud, qui vendait des sandwichs, il entendit deux jeunes hommes parler à voix basse. Et l'enregistrement de la caméra de surveillance de l'épicerie est bizarre. Hier soir, j'ai vu Madame Léa transporter du ciment en pleine nuit. Antoine s'approcha immédiatement. Monsieur, puis-je voir l'enregistrement ? Hésitant, le propriétaire du magasin lui montra un petit écran dans le coin. La date était début septembre. On y voyait clairement Léa avec un homme inconnu poussant une brouette remplie de sacs de ciment et de carreaux. Son visage était tendu, ses yeux inquiets. Bien qu'il soit tard dans la nuit, Antoine resta silencieux. Toutes les pièces commençaient à s'assembler. Le jardin sur le toit étrange, l'odeur de pourriture qui s'intensifiait, les affaires de son frère laissées derrière. Et maintenant, cet enregistrement vidéo. Sa respiration était lourde, ses mains tremblaient, son cœur savait que quoi qu'il soit caché dans cette maison, la réponse ne serait pas agréable. Cette nuit-là, la petite ruelle de Brumont semblait étrangère. Habituellement animée par les voix des enfants, elle n'était maintenant éclairée que par des lumières faibles qui ajoutaient à l'atmosphère sinistre. Antoine rentra chez lui d'un pas lourd. Chaque ombre d'arbre semblait le dévisager. Dans son studio, il s'assit, pensif. Ses souvenirs tournaient autour du visage de son frère. Il murmura doucement, « Henri, que s'est-il réellement passé ?» Les jours suivants devinrent un fardeau. Chaque fois qu'il rendait visite, il regardait le jardin avec un sentiment d'horreur. Léa l'accueillait toujours avec un sourire mince. Comme si de rien n'était. Mais parfois, elle prononçait des phrases qui le transperçaient. Les gens trop curieux finissent généralement mal. Ces mots firent glacer le sang d'Antoine. Il réalisa qu'il était allé trop loin dans le secret de cette maison. Mais plus il essayait de s'éloigner, plus cette ombre le hantait. L'odeur de pourriture du deuxième étage devenait plus forte chaque fois qu'il pleuvait. Rémi et Sophie continuaient de rire joyeusement, ignorant tout. Seul Antoine portait le fardeau de la suspicion. À chaque pas, la question le suivait. À quel point connaissons-nous vraiment la personne qui vit sous notre toit ? Est-il possible que quelqu'un que nous saluons chaque jour, qui dort à côté de nous, qui cuisine pour nous, cache en fait un côté sombre que nous n'avons jamais imaginé ? Cette question empêcha Antoine de continuer à faire semblant. Il savait qu'à la fin, la vérité devrait être révélée. Même si elle était amère, même si elle déchirait le cœur, même si elle allait détruire toute sa famille. Fin octobre 2022, l'air à Brumont devint plus humide. La saison des pluies commençait à tomber plus fréquemment, apportant l'odeur de la terre mouillée mélangée au brouillard léger des pentes des Pyrénées. Mais dans l'une des ruelles étroites, l'air habituellement frais était devenu vicié. Une odeur de pourriture se propageait lentement depuis la maison à 2 étages d'Henri Sauveterre. Au début, seuls quelques voisins la sentaient. Le père Bastien, dont la maison était juste en face, se plaignait souvent lorsqu'il était assis sur sa chaise en bambou dans la cour. « Cette odeur pique le nez, » disait-il, comme de la viande pourrie cachée dans la terre. « Je suis vieux, mais mon nez n'est pas encore mort. Cette odeur, ce n'est pas du fumier. » Les chuchotements commencèrent à se répandre au café du village. Les hommes, qui discutaient habituellement avec animation de la récolte de maïs, chuchotaient maintenant plus souvent. La femme d'Henri est étrange. Son mari a disparu depuis des mois, mais elle reste calme et l'odeur de sa maison est de plus en plus forte chaque jour. Les femmes au petit marché de Brumont n'étaient pas moins agitées. Elles parlaient du jardin sur le toit de Léa, qui semblait trop bien entretenu. Les gens commençaient à avoir peur de passer seuls dans cette ruelle la nuit. Mais malgré l'intensification des rumeurs, personne n'osait accuser directement. Léa saluait toujours avec un sourire mince. Chaque fois qu'elle sortait acheter des légumes, Rémi et Sophie jouaient toujours dans la cour, innocents, sans rien savoir. La vie dans cette maison semblait se dérouler comme d'habitude. Mais Antoine Sauveterre savait que derrière ce calme, quelque chose clochait. Chaque fois qu'il rendait visite, son pressentiment se renforçait. L'odeur du 2e étage lui donnait la nausée. Le son creux lorsqu'il tapait sur le côté du bac en ciment résonnait encore.
L'enregistrement de la caméra de surveillance de l'épicerie de M. Renaud continuait de hanter son esprit. Toutes ces preuves non écrites lui serraient la poitrine, rendant ses nuits agitées. Un après-midi, Antoine revint. La pluie venait de cesser. Le sol de la ruelle était encore mouillé. L'eau goûtait des feuilles de châtaignier. Il fut accueilli par Rémi et Sophie qui jouaient aux osselets. Le sourire de ses enfants lui fendit le cœur. Ils le regardaient avec innocence, espérant des nouvelles de leur père. « Tonton, quand est-ce que papa rentre ?» Antoine fut pris à la gorge, ne pouvant que caresser leur tête. Quand il monta au 2e étage, il fit semblant d'examiner les plantes. Mais cette fois, sa main osa creuser un peu dans un coin du jardin en utilisant le bout d'une petite cuillère qu'il avait apportée en secret. Après seulement quelques centimètres, il sentit une couche dure sous la terre. D'une petite fissure, une odeur de pourriture plus intense jaillit. Antoine faillit vomir, ses mains tremblaient violemment. Il reboucha précipitamment la terre. Son cœur battait à tout rompre. Il était maintenant certain que quelque chose était enterré là, quelque chose que personne ne devait savoir. Quand il descendit au salon, Léa se tenait là, apportant un thé chaud. Son sourire était mince, sa voix neutre. « Si tu es fatigué de venir ici, Antoine. Il vaut mieux ne pas être curieux. Les gens trop curieux finissent généralement mal. » Ces mots glacèrent le sang d'Antoine. Son regard était froid. Ce n'était plus le regard d'une belle sœur, mais un avertissement subtil. Cette nuit-là, Antoine ne put dormir. Dans son petit studio, il s'assit, pensif, serrant ses genoux. Ses souvenirs d'enfance avec Henri lui revinrent. Le temps où il jouait au cerf-volant dans les champs, le temps où il courait dans le petit ruisseau, le temps où son frère disait « La famille doit se protéger mutuellement ». Ses larmes coulèrent sans bruit. Il se sentait coupable, comme s'il avait échoué à protéger son frère. Le lendemain, il revint. Cette fois, il ne monta pas directement au 2e étage. Il s'assit sur la terrasse de la maison, regardant la ruelle étroite qui commençait à s'animer des bruits des marchands ambulants. Du côté de l'épicerie, M. Renaud écoutait les chuchotements de 2 jeunes hommes qui venaient de voir la caméra de surveillance. Antoine s'approcha, demandant à revoir l'enregistrement. Après l'avoir vu une 2e fois, il fut encore plus convaincu. Tous les signes pointaient vers une seule vérité. Son frère n'était pas parti. Son frère était à l'intérieur de cette maison. Cependant, le courage de signaler n'était pas chose facile. Antoine était pris dans un dilemme. Il savait que s'il parlait à la gendarmerie, la famille de son frère serait détruite. Rémi et Sophie perdraient leur mère. Sa vieille mère devrait supporter la honte. Mais s'il se taisait, la vérité resterait enterrée pour toujours. Cette nuit-là, il s'assit sur le porche de son studio, regardant les étoiles couvertes de nuages. Ses lèvres tremblaient. « Mon Dieu, donnez-moi la force. » Les jours suivants devinrent de plus en plus lourds. L'odeur de pourriture de la maison se propageait davantage. Certains habitants osaient déjà en parler plus fort. Certains chuchotaient au marché, d'autres osaient le dire directement à Antoine. « Cette odeur n'est pas normale. S'il y a vraiment quelque chose d'enterré, tôt ou tard, ça se saura. » Un matin couvert, Antoine se tint longtemps au bout de la ruelle, regardant la maison de son frère. La lumière du porche était encore allumée. Les rideaux des fenêtres étaient tirés. De l'intérieur, on entendait le rire des enfants. Mais pour Antoine, cette maison n'était plus une maison. C'était une prison secrète. Des murs muets qui cachaient la vérité. Sa respiration était lourde, son cœur battait la chamade. Finalement, il se murmura à lui-même. « Demain, j'irai à la gendarmerie. Quels que soient les risques, la vérité doit éclater. » Ce matin-là, l'air de Brumont était encore enveloppé d'un léger brouillard. La rosée perlait sur les feuilles de chêne et l'odeur de la terre humide emplissait l'air. Mais pour Antoine Sauveterre, ce matin n'était pas un matin ordinaire. Il n'avait pas dormi de la nuit. Les mots de Léa résonnaient sans cesse à ses oreilles. Les gens trop curieux finissent généralement mal. Cette phrase n'était pas seulement un avertissement, c'était une menace. Et cette menace était suffisante pour le pousser à franchir un grand pas. D'un pas lourd, il se dirigea vers la route principale où se tenait la gendarmerie de la brigade locale. Le bâtiment simple, peint en blanc, semblait ordinaire. Devant lui, le drapeau tricolore flottait, bougeant lentement dans le vent du matin. Antoine s'arrêta un instant devant le portail, prit une profonde inspiration, puis osa entrer. Un jeune gendarme l'accueillit à l'accueil. « Je peux vous aider, monsieur ?» La voix d'Antoine était rauque, mêlée de nervosité. « Je voudrais signaler la disparition de mon frère. »
Cela fait plus de 2 mois, et je suis sûr que quelque chose ne va pas. L'agent le regarda un instant, puis invita Antoine à entrer dans le bureau d'un officier. À l'intérieur était assis un homme d'environ 40 ans, en uniforme impeccable. Ses yeux étaient vifs, mais son ton était calme. Il se présenta comme le capitaine Bernard Lacroix. « Asseyez-vous, je vous en prie. Racontez-moi depuis le début. » Antoine raconta tout, sans rien retenir. La disparition d'Henri depuis fin août, le jardin sur le toit apparu soudainement, l'odeur de pourriture qui s'intensifiait de jour en jour, l'attitude froide de Léa, jusqu'à l'enregistrement vidéo montrant Léa transportant du ciment en pleine nuit avec un homme étranger. Le silence régna un long moment dans le bureau, après qu'Antoine eut fini de parler. Le capitaine Lacroix tapota doucement la table avec son doigt, pesant chaque mot qu'il venait d'entendre. « Donc, vous suspectez votre propre belle-sœur. » Antoine baissa la tête, puis hocha lentement la tête. « Je sais que c'est une accusation grave, capitaine. Mais je connais mon frère. Il n'est pas du genre à partir comme ça sans donner de nouvelles. Tous les signes ramènent à sa maison. » Le capitaine Lacroix ferma un dossier vide devant lui puis dit brièvement « Bien, nous allons donner suite. Mais souvenez-vous, ne soyez pas imprudent. Laissez-nous suivre la procédure. » Antoine hocha la tête, bien que sa poitrine soit encore tumultueuse. Il avait l'impression de venir d'allumer une longue mèche, sans savoir quand elle exploserait. L'après-midi même, 2 véhicules de la gendarmerie entrèrent dans la ruelle étroite de Brumont. Les habitants assis au café se levèrent aussitôt, s'attroupant sur le bord de la route. Les chuchotements se répandirent rapidement, les gendarmes viennent chez Henri. Finalement. C'est vrai que l'odeur était étrange depuis le début. Pauvres enfants. Antoine marchait au milieu de la foule, accompagnant les agents vers la maison de son frère. Chaque pas semblait lourd, comme si le sol de la ruelle retenait ses pieds. Devant la maison, Léa se tenait déjà. Son expression montra un bref instant de surprise, mais redevint rapidement impassible. D'une voix froide, elle demanda « Qu'y a-t-il, messieurs ?» Le capitaine Lacroix s'avança, montrant sa carte professionnelle. « Nous avons reçu un signalement concernant la disparition de votre mari, Henri Sauveterre. Nous devons inspecter la maison. » Léa resta silencieuse un moment, puis sourit faiblement. « Allez-y. Cette maison ne cache rien. » L'inspection commença. Les gendarmes fouillèrent le salon, notant chaque détail. La photo de famille était toujours accrochée au mur. Les vêtements d'Henri étaient toujours bien rangés dans l'armoire. Même son portefeuille et sa vieille montre étaient toujours posés sur la table. Un agent secoua la tête en chuchotant, étrange qu'un homme parte loin en laissant tout ça derrière lui. Ils montèrent ensuite au 2e étage. Dès que la porte du jardin sur le toit fut ouverte, un air vicié mélangé à une odeur étrange emplit immédiatement la pièce. Plusieurs gendarmes se couvrirent le nez, échangeant des regards sérieux. Le capitaine Lacroix s'accroupit, toucha la terre avec des gants, puis tapa doucement sur la paroi en ciment du bac. Un son creux se fit entendre. « Assez pour prendre note. Il y a des indices d'une couche supplémentaire là-dessous, » dit-il calmement. Léa se tenait dans un coin de la pièce, les bras croisés sur la poitrine. Elle regardait avec un sourire mince, difficile à interpréter, puis dit « C'est juste un jardin ordinaire. Je l'ai fait pour que les enfants mangent des légumes frais. Si ça sent mauvais, c'est peut-être à cause du fumier de chèvre. » Son ton était sarcastique, comme si elle défiait quiconque oserait la mettre en doute. Les agents ne creusèrent pas immédiatement. Ils prirent seulement des échantillons de terre, prirent des photos sous différents angles et notèrent l'odeur étrange qui se dégageait. Un jeune gendarme s'approcha du capitaine Lacroix en chuchotant « Capitaine, l'odeur n'est pas habituelle. » Le capitaine Lacroix hocha simplement la tête puis l'écrivit dans son carnet. Envoyé au laboratoire, ne tirez pas de conclusions hâtives. Antoine se tenait derrière. Des sueurs froides perlaient sur ses tempes. Chaque fois qu'un gendarme tapait ou touchait le jardin, son cœur battait la chamade. Il se sentait de plus en plus convaincu que son pressentiment était juste, mais en même temps, il était terrifié à l'idée de ce qui allait être révélé. Près d'1 heure s'écoula avant que l'inspection initiale ne soit terminée. Les gendarmes sortirent, emportant des sacs en plastique contenant des échantillons de terre, un appareil photo et des notes. Les habitants qui attendaient à l'extérieur étaient de plus en plus bruyants, regardant avec interrogation. Certains chuchotaient doucement. D'autres secouaient la tête. D'autres encore priaient en silence. Antoine se tenait figé dans la cour. Ses yeux suivaient chaque pas des agents. Le capitaine Lacroix lui tapota l'épaule en disant doucement « Nous reviendrons demain avec l'équipement complet. Quoi que nous trouvions, vous devrez être prêts. Ce ne sera peut-être pas facile à accepter. » Antoine déglutit, ne pouvant que hocher la tête.
Il savait que ces mots n'étaient pas seulement une procédure, mais un avertissement sévère. Derrière la fenêtre de la maison, on voyait Léa regarder dehors. Un sourire mince flottait toujours sur son visage. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus froid. Comme si elle défiait non seulement Antoine, mais aussi la loi qui s'apprêtait à frapper à la porte de sa maison. La petite ruelle de Brumont fut cette nuit-là encore plus animée par les chuchotements. Mais pour Antoine, ces voix disparaissaient, avalées par l'anxiété. Dans son cœur, il priait doucement, « Mon Dieu, quoi qu'il se révèle demain, donnez-moi la force de l'accepter. » Le lendemain matin, le village de Brumont semblait retenir son souffle. Le soleil venait à peine de se lever derrière les pins, mais la nouvelle s'était déjà répandue aux quatre coins du village. Aujourd'hui, le jardin sur le toit de la maison d'Henri Sauveterre serait entièrement inspecté par la gendarmerie. Les habitants affluaient. Certains faisaient semblant de passer en allant au marché. D'autres s'asseyaient au café en attendant. D'autres encore se tenaient au coin de la rue, le regard plein de curiosité. La ruelle étroite, habituellement remplie des voix des enfants, n'était maintenant ornée que de chuchotements. Les gens retenaient leur voix, comme s'ils avaient peur de perturber la tension qui flottait dans l'air. Du bout de la rue, 2 véhicules de la gendarmerie entrèrent lentement. Les portes s'ouvrirent. Plusieurs agents descendirent, apportant une perceuse, une grande masse et des boîtes contenant des sacs de preuves. Devant la maison, Léa Roussel attendait déjà. Elle portait un simple chemisier bleu clair. Les cheveux soigneusement relevés, le visage impassible, sans expression. Comme si tout cela n'avait aucune importance. « Allez-y, messieurs. Faites ce que vous avez à faire. » Son ton était calme, mais il fit justement frissonner Antoine. Trop calme, comme un défi. Les agents évacuèrent rapidement les 2 enfants de Léa, Rémi et Sophie, chez une voisine pour qu'ils ne voient rien. Les enfants étaient confus, demandant pourquoi il y avait tant de gendarmes. Antoine baissa la tête, les yeux embués, le cœur brisé. Voyant l'innocence de ses neveux qui ne comprenaient pas ce qui allait se passer, le capitaine Lacroix donna un ordre bref. On se concentre sur le jardin du grenier. Notez chaque détail, n'agissez pas seul. Les agents montèrent au 2e étage d'un pas lourd. Dès que la porte fut ouverte, l'air vicié les saisit immédiatement. Personne ne parlait, mais tous savaient que cette odeur n'était pas ordinaire. La perceuse fut mise en marche. Son vrombissement remplit la pièce. Les carreaux du bac vibrèrent, des fissures apparurent les unes après les autres. Une fine poussière volait. Antoine se tenait derrière, les 2 poings serrés. Chaque fois qu'un carreau se fendait, il avait l'impression que son propre corps se fendait. Il voulait fermer les yeux, mais ne pouvait se résoudre à détourner le regard. Après quelques minutes, la couche de carrelage commença à se détacher, révélant un ciment dur en dessous. La grande masse fut utilisée. Le premier coup résonna si fort que les habitants dehors se turent spontanément. « Continuez », dit le capitaine Lacroix d'un ton ferme. Le coup suivant créa une nouvelle fissure. D'une petite ouverture, un air vicié sortit plus fort. Plusieurs agents couvrirent leur nez, mais continuèrent à travailler. Antoine retenait son souffle, l'estomac noué. Dans son cœur, il ne priait que pour une chose, « Mon Dieu, donnez-moi la force. » Dehors, l'atmosphère devint plus silencieuse. Le bruit de la masse se mêlait aux respirations haletantes. Les gens retenaient leur curiosité mêlée d'horreur. Léa se tenait dans un coin de la pièce. Ses yeux fixaient Antoine. Cette fois, ce n'était plus seulement un regard froid. Elle ouvrit la bouche et dit doucement, « Si vous ouvrez tout ça, n'espérez pas que votre vie soit tranquille. » Cette phrase le fit frissonner. Mais il soutint son regard sans répondre. Après presque 1 heure, une partie du ciment céda. Une odeur âcre se répandit plus clairement, faisant reculer quelques instants plusieurs agents. Un agent dit, « Capitaine, ce n'est pas normal. Il nous faut des masques supplémentaires. » Le capitaine Lacroix hocha la tête. « On arrête un instant. Rééquipez-vous. Après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. » Antoine couvrit son visage de ses 2 mains. Ses larmes coulaient. Il savait que bientôt, tout serait révélé. De la petite église au bout de la rue, les cloches de midi sonnèrent, se mêlant au dernier coup de masse. Les habitants dehors baissèrent la tête. Certains priaient, d'autres serraient la poitrine, le visage tendu. Le capitaine Lacroix regarda ses hommes. « On reprend après une courte pause. Demain matin, l'excavation complète commencera. » Cette phrase fit retomber le silence dans la pièce. Tout le monde savait que le lendemain ne serait plus jamais le même. Antoine se tourna vers Léa.
La femme prit une longue inspiration puis murmura, presque inaudiblement, « Parfois, il vaut mieux que certaines choses restent enterrées. » Cette phrase resta suspendue dans l'air, alourdissant encore l'atmosphère. Cette nuit-là, la ruelle de Brumont fut remplie des conversations des habitants. Le café du village était bondé. Chacun spéculait sur ce qu'il y avait sous le jardin. Certains chuchotaient que ce n'était peut-être que la carcasse d'un animal. D'autres étaient convaincus que c'était le corps d'Henri. Mais quelle que soit leur supposition, la peur et la curiosité se mélangeaient. Antoine rentra chez lui d'un pas chancelant. Sa tête était pleine des souvenirs d'enfance. Pleine du rire de son frère qui n'était peut-être plus qu'un souvenir. Dans son studio loué, il s'assit par terre, couvrant son visage de ses deux mains. Ses lèvres tremblaient. « Henri, je te promets que demain, je serai là, à t'attendre, même dans les circonstances les plus douloureuses. » Ce matin-là, le village de Brumont était comme une grande scène attendant que le rideau se lève. Le soleil venait de se lever derrière le sommet des Pyrénées. Cependant, la ruelle étroite était déjà bondée d'habitants. Des enfants curieux, des femmes se couvrant la bouche avec leurs foulards, aux hommes debout, les bras croisés, tous attendaient de voir ce qui allait se passer chez Henri Sauveterre. Vers 9 heures du matin, 2 véhicules de la gendarmerie s'arrêtèrent à l'entrée de la ruelle. Plus de personnel avait été déployé ce jour-là. Il apportait une grosse perceuse, des masses en acier, des pieds de biche, ainsi que des boîtes contenant des sacs de preuves et des sacs mortuaires. Les habitants s'écartèrent spontanément sur le côté pour laisser le passage. Les chuchotements s'intensifièrent. Aujourd'hui, le secret de cette maison serait révélé. Antoine Sauveterre se tenait au bout de la rue. Son visage était pâle, car il n'avait pas dormi de la nuit. Ses yeux étaient rouges, son corps fatigué. Mais il força ses pas. Dans son cœur, il murmurait, « Henri, aujourd'hui je vais t'accompagner. Quoi que je trouve. » Devant la maison, Léa Roussel se tenait avec un foulard noir couvrant sa tête. Son visage restait impassible, presque sans expression. Elle jeta juste un bref regard vers la foule, puis rentra dans la maison. Antoine, en voyant cela, sentit sa poitrine se serrer. Quelle froideur dans son attitude. Comme si elle n'avait rien à craindre. Les gendarmes évacuèrent rapidement Rémi et Sophie chez une voisine. Les enfants demandèrent innocemment pourquoi leur maison était remplie de gendarmes. Antoine leur caressa la tête avec un sourire crispé. « Tonton t'expliquera plus tard, mon grand. » Son cœur tremblait. Le capitaine Lacroix donna des instructions brèves. Concentration sur le jardin du grenier. Personne n'agit seul. Notez tous les détails. Les agents montèrent ensuite au 2e étage d'un pas assuré. Dès que la porte fut ouverte, l'odeur viciée se répandit, plus forte encore que la veille. La perceuse vrombit, détruisant la couche de ciment qui s'était déjà fissurée la veille. Le bruit des coups mélangés à la poussière remplissait la pièce. Chaque fois que la perceuse pénétrait, l'air devenait plus irrespirable. Quelques minutes plus tard, la fissure s'élargit. De l'intérieur sortit une odeur de pourriture pénétrante qui fit reculer précipitamment plusieurs agents pour ajuster leur double masque. « Capitaine, l'odeur est incroyablement forte, » dit un jeune gendarme. Le capitaine Lacroix hocha simplement la tête. « Continuez. » Antoine se tenait derrière. Son corps était raide, ses mains tremblaient. Il retenait son souffle bien qu'il ait la nausée. Sa seule prière était « Mon Dieu, donnez-moi la force. » Le dernier coup de masse fit s'effondrer la couche de ciment. Tout le monde se tut. De dessous apparurent des sacs en plastique noir tout froissés. Il y avait 3 grands sacs. Certains étaient déchirés. Un liquide trouble s'en échappait. Une odeur de pourriture insoutenable envahit la pièce, faisant reculer plusieurs gendarmes, au bord de vomir. Le silence enveloppa la pièce. La perceuse fut éteinte. Ne restait que le bruit des respirations lourdes des agents. Le capitaine Lacroix s'avança. Sa voix était ferme bien que son visage soit tendu. Photographiez et notez la position. Traitez tout comme des preuves. L'équipe de la police technique et scientifique se mit immédiatement au travail. Ils photographièrent sous différents angles puis soulevèrent les sacs un par un sur une bâche en plastique. Le son flasque lorsque les sacs furent déplacés fit se hérisser les poils de tout le monde. Dehors, les habitants qui attendaient poussèrent des cris d'horreur spontanés. Certains s'enfuirent, d'autres prièrent d'une voix tremblante. Les femmes se couvraient la bouche. Les enfants étaient serrés fort pour ne pas qu'ils voient. Mais les chuchotements se répandirent rapidement. C'est vrai, il y avait bien un corps sous le jardin. Antoine couvrit son visage de ses 2 mains. Ses larmes coulèrent abondamment, son corps tremblait.
Il savait que la réponse qu'il cherchait depuis si longtemps était maintenant devant ses yeux. Son frère n'était jamais parti loin. Son frère avait toujours été là. Enterré secrètement sous le jardin verdoyant. Léa s'avança. Son regard était vif. Vous pensez être capable d'affronter ce qui a été ouvert? Sa voix était douce mais claire, faisant se tourner tout le monde. Certains la regardaient avec colère, d'autres reculaient de peur. Antoine ne put se retenir. Il poussa un cri de désespoir. Sa voix se brisa. « Que as-tu fait à Henri ?» Sa voix résonna, faisant baisser la tête à plusieurs agents, pleins de pitié. Léa ne répondit pas. Ses lèvres se plissèrent simplement en un rictus. Presque un sourire. Le capitaine Lacroix donna immédiatement des instructions fermes. Sécuriser la scène de crime. Boucler avec le ruban. Seule l'équipe est autorisée à entrer. Sa voix ferme rompit la tension. Les agents se déplacèrent rapidement, bouclant toute la zone avec du ruban jaune. Antoine s'assit par terre. Ses mains tâtonnaient le carrelage fissuré et poussiéreux, comme s'il cherchait un appui. Dans sa tête, il n'y avait qu'une seule réalité amère. À partir de cet instant, sa vie et celle de toute sa famille ne seraient plus jamais les mêmes. Dehors, l'atmosphère devint de plus en plus agitée. Les journalistes locaux arrivèrent, apportant des caméras, photographiant derrière le ruban de police. Les habitants se pressaient. Certains pleuraient, certains tremblaient, d'autres étaient occupés à chuchoter. La maison d'Henri Sauveterre, autrefois si ordinaire, était devenue un symbole de mystère et d'horreur. La ruelle de Brumont, habituellement animée par les voix des enfants, était maintenant silencieuse, remplie seulement de chuchotements de peur. Antoine se tenait dans la cour. Ses yeux vides fixaient les sacs en plastique noir qui avaient été descendus. Sa respiration était lourde, son corps faible. Il pria doucement. « Henri, tu as enfin été retrouvé, même de la manière la plus douloureuse. » Cette nuit-là, la nouvelle de la découverte du corps d'Henri se répandit dans toute la région de Foix. La radio locale diffusa la nouvelle, les réseaux sociaux étaient remplis de photos du ruban de police. Le village de Brumont était en émoi. Des gens des villages voisins venaient pour voir la maison maintenant ceinte de jaune. Mais pour Antoine, tout cela n'avait aucune importance. Il n'y avait qu'une blessure profonde. Il regarda les étoiles dans le ciel nocturne. Ses larmes tombèrent sans bruit. « Henri, je te promets de chercher la justice pour toi. » La nuit suivant l'excavation chez Henri, la gendarmerie de Foix était en pleine effervescence. Quelques journalistes attendaient devant le portail. Les flashs des caméras étaient prêts à se déclencher à chaque sortie d'un agent. À l'intérieur, l'atmosphère était bien plus tendue. Les sacs en plastique noir contenant les restes humains avaient été transférés au laboratoire de police scientifique de Toulouse. L'autopsie allait bientôt être réalisée. Antoine était assis sur une chaise en bois dans la salle d'attente. Le visage pâle, le corps fatigué, mais son esprit ne s'arrêtait pas de tourner. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il sentait à nouveau l'odeur âcre du jardin sur le toit. Il entendait à nouveau le bruit des sacs en plastique lors de leur transport. Il voyait le sourire froid de Léa, qui semblait défier le monde. Sa poitrine était serrée, des larmes coulaient sans bruit. Peu de temps après, un agent l'appela. « Entrez, monsieur Antoine. Le capitaine Lacroix vous attend. » D'un pas chancelant, Antoine se dirigea vers la salle d'interrogatoire. À l'intérieur, un dossier épais était déjà posé sur la table. Le capitaine Lacroix était assis, le visage sérieux, regardant Antoine avec un regard vif mais plein d'empathie. « Nous avons besoin de votre déposition complète. Tout ce que vous avez vu depuis le début. » Sa voix était calme mais ferme. Antoine hocha la tête. D'une voix tremblante, il raconta à nouveau tout. L'odeur étrange de la terre du jardin, le regard froid de Léa, l'enregistrement vidéo montrant le ciment en pleine nuit, jusqu'aux enfants qui demandaient innocemment après leur père. De temps en temps, Antoine s'arrêtait pour retenir ses larmes, l'agent notait chaque détail sans manquer un seul mot. Pendant ce temps, au laboratoire de police scientifique de Toulouse, l'équipe de médecins légistes travaillait d'arrache-pied pour examiner le contenu des sacs en plastique. Une odeur pestilentielle remplissait la pièce, rendant même les masques insuffisants. Parmi les restes de vêtements qui collaient, on trouva un vieux foulard froissé. D'une des poches tomba une clé de mobilette avec un porte-clés en forme de petit ours des Pyrénées, un objet immédiatement reconnu comme appartenant à Henri. Les agents échangèrent un regard. Cet objet simple pourrait être une preuve solide. L'autopsie préliminaire montra que la victime était décédée fin août. Il y avait une blessure due à un impact violent à la tête. Aucun signe d'accident. La blessure indiquait clairement un acte de violence.
La gendarmerie était de plus en plus convaincue qu'il ne s'agissait pas d'une simple disparition, mais d'un meurtre. Le lendemain matin, Léa fut convoquée à la gendarmerie. Elle arriva d'un pas calme, vêtue d'un chemisier blanc uni. Les habitants qui la virent ne purent que chuchoter. Certains secouaient la tête, incrédules. Comment une épouse pouvait-elle être si calme après que le corps de son mari ait été retrouvé chez elle? Dans la salle d'interrogatoire, Léa s'assit droite. Les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés droit devant. Le capitaine Lacroix la fixa intensément. Madame Roussel, les 3 sacs en plastique trouvés chez vous contenaient des restes humains avec des caractéristiques correspondant à Henri. Nous avons également trouvé sa clé de mobilette. Le visage de Léa se crispa un instant, mais elle reprit rapidement son souffle. Vous m'accusez toujours. Quelqu'un d'autre aurait pu les placer là. Cette maison n'est pas une forteresse. N'importe qui peut entrer. Son ton était plat, presque sarcastique. Le capitaine Lacroix tapota doucement la table. L'autopsie montre également un coup violent à la tête de la victime. C'est la preuve évidente qu'il n'est pas parti, mais qu'il a été tué. Léa resta silencieuse un instant puis dit d'un ton amer, « Henri était un homme têtu, il avait beaucoup d'ennemis. Pourquoi m'accusez-vous directement ?» Antoine, qui fut appelé à entrer, n'en crut pas ses oreilles en entendant ce déni. Sa voix se brisa, pleine de douleur. « Léa, pourquoi ne dis-tu pas la vérité? Qu'est-ce qu'Henri a fait pour que tu sois si cruelle ?» Léa se tourna, ses yeux étaient froids. « Ton frère a choisi son propre chemin. Ne me blâme pas parce que vous ne pouvez pas accepter la réalité. » Le silence s'installa dans la pièce. Le capitaine Lacroix ferma le dossier, se retenant de la presser trop rapidement. « Bien, l'enquête se poursuit. Avec les preuves dont nous disposons, vous restez la principale suspecte. » Léa sourit simplement. Ce sourire brisa encore plus Antoine. Cependant, il savait que le mur de mensonges commençait lentement à se fissurer. La nuit tomba sur le village de Brumont. Mais la maison d'Henri restait brillamment éclairée. Le ruban de police barrait toujours la porte. Les projecteurs des agents éclairaient le jardin sur le toit, maintenant éventré. Les habitants se pressaient sur le bord de la route. Certains chuchotaient, d'autres regardaient simplement dans le vide. Cette maison n'était plus une maison, mais un monument de deuil et de mystère. À la gendarmerie, les enquêteurs recevaient un nouveau rapport de l'équipe scientifique. « Capitaine, en creusant plus profondément dans un coin du jardin, nous avons trouvé un sac contenant un objet dur. » Le capitaine Lacroix hocha la tête. « Envoyez-le immédiatement au laboratoire. » Le lendemain matin, l'objet était posé sur la table d'épreuve. Un pied de biche rouillé, portant encore des résidus séchés brunâtres. À côté, un petit flacon à l'étiquette à peine lisible, contenant un liquide blanc épais. L'agent expliqua, présumé somnifère, capitaine. Les premiers tests montrent que le contenu est le même que celui trouvé dans l'estomac de la victime. Mais nous attendons toujours les résultats complets. Antoine, qui assistait à cela, couvrit sa bouche d'une main tremblante. Il se souvint des plaintes d'Henri quelques mois auparavant, disant que le café de sa femme l'endormait rapidement. Ce souvenir lui parut maintenant être un indice qu'il avait ignoré pendant tout ce temps. L'après-midi, Léa fut de nouveau convoquée. La salle d'interrogatoire semblait plus étroite que d'habitude. Le capitaine Lacroix posa le pied de biche et le flacon sur la table. Sa voix était ferme. « Madame Roussel, ces objets ont été trouvés enterrés dans le jardin sur le toit de votre maison. Un pied de biche rouillé et un flacon de somnifère. Pouvez-vous l'expliquer ?» Léa regarda brièvement les 2 objets, puis haussa les épaules. « Le pied de biche est un vieil outil de jardin. J'avais même oublié qu'il existait. Les somnifères sont une ordonnance du médecin pour moi-même. J'ai souvent du mal à dormir. » Le capitaine Lacroix se pencha en avant. Le problème, c'est que le liquide dans ce flacon est similaire à celui trouvé dans le corps de la victime, et ce pied de biche était soigneusement enterré. Pas simplement laissé là. Léa prit une longue inspiration. Henri était têtu. Beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Vous m'accusez trop vite. Antoine, assis dans un coin de la pièce, explosa finalement. Les yeux embués, la voix rauque. Léa. Arrête de te défiler. Henri n'avait aucun ennemi ici. C'est toi qui étais avec lui tous les jours. Tu sais ce qui s'est passé. Léa se tourna. Son regard était vif. Antoine, tu ne viens qu'occasionnellement. Tu ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Ne fais pas semblant de juger. L'atmosphère de la pièce devint tendue. Le capitaine Lacroix regarda Léa intensément. Plus vous niez,
plus il est clair qu'il y a quelque chose à cacher. Les preuves pointent vers l'intérieur de cette maison. Nous continuerons à creuser jusqu'à ce que vous ne puissiez plus nier la vérité. Léa ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec un sourire faible. Allez-y, mais ne soyez pas surpris si ce que vous trouvez n'est pas ce que vous imaginez. La pièce redevint silencieuse. Antoine baissa la tête. Ses larmes coulèrent. Il murmura dans son cœur, « Henri, pardonne-moi. J'ai compris trop tard. » Ce matin-là, l'air de foi semblait lourd. Des nuages sombres pendaient bas. Comme si le ciel retenait lui aussi son souffle en attendant des nouvelles. À la gendarmerie, l'atmosphère était tendue. Tous les résultats de la police scientifique attendue de Toulouse étaient enfin arrivés. Des documents épais, des photos de laboratoire et des rapports d'analyse chimique étaient empilés sur le bureau du capitaine Lacroix. Antoine était assis sur la chaise d'attente. Le visage pâle à cause du manque de sommeil. Il serrait les poings, essayant de préparer son cœur. Chaque seconde qui passait semblait être un fardeau. Il savait qu'aujourd'hui serait décisif pour l'enquête. Le capitaine Lacroix entra dans la salle d'interrogatoire. Léa était déjà assise sur la chaise en métal. Ses mains étaient maintenant menottées. Bien que son visage soit resté impassible, il y avait une légère tension dans ses yeux. Lacroix ouvrit lentement le dossier puis dit fermement, « Madame Roussel, les résultats du laboratoire sont arrivés. Le pied de biche que nous avons trouvé dans le jardin n'est pas seulement taché du sang de la victime, il porte aussi vos empreintes digitales. » Le visage de Léa se tendit un instant, mais elle reprit rapidement son souffle, essayant de se maîtriser. Des empreintes digitales. C'est normal. Je l'ai utilisé pour le jardin. Ce n'est pas la preuve que c'est moi qui l'ai frappé. Le capitaine Lacroix tapota la table de son index, retenant son émotion. Pas seulement ça. Le flacon de somnifère que nous avons trouvé contient également un liquide de même composition que celui trouvé dans l'estomac de la victime. Difficile de dire que tout cela n'est qu'une coïncidence. Léa sourit faiblement. Bien que son visage commence à perdre son calme. Vous me croyez stupide? Les preuves peuvent être fabriquées. N'importe qui aurait pu mettre ce flacon chez moi. Antoine, assis dans le coin de la pièce, ne put se retenir plus longtemps. Sa voix se brisa, pleine de douleur. Léa, arrête tes excuses. Henri ne méritait pas de mourir de cette façon. Tu sais quel genre d'homme il était. Léa se tourna lentement. Ses yeux étaient froids, sa voix basse mais perçante. Antoine, tu n'as vu que l'extérieur de ton frère. Tu ne vivais pas avec lui. Ne fais pas semblant de savoir. La pièce redevint silencieuse, la tension s'épaissit. Le capitaine Lacroix se pencha en avant. Sa voix était lourde, lente, mais tranchante. Alors, que s'est-il réellement passé dans cette maison? Nous avons également trouvé l'historique des communications d'Henri avec une femme nommée Chloé. Est-ce la raison pour laquelle vous vous sentiez menacé? Pour la première fois, le regard de Léa changea. Il y eut un bref éclair dans ses yeux. Elle baissa rapidement la tête, ses cheveux en désordre couvrant son visage. Ne mêlez pas ma vie privée à ça. Vous ne savez rien. Antoine fut secoué d'entendre ce nom. Chloé. Il se souvenait avoir entendu Henri mentionner ce nom lors d'une conversation téléphonique. Mais il n'avait jamais eu de soupçon. Maintenant, toutes les pièces semblaient commencer à s'assembler. Le capitaine Lacroix ferma lentement le dossier. Sa voix restait froide. Plus vous vous fermez, plus la direction de l'enquête est claire. Les preuves sont entre nos mains. Le nom de Chloé n'est qu'une des portes d'entrée. Nous continuerons à creuser jusqu'à ce que tout soit révélé. Léa resta silencieuse. Son visage n'était plus aussi ferme qu'auparavant. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec un sourire faible. Alors, allez-y, mais ne soyez pas surpris si la vérité n'est pas aussi simple que vous le pensez. Antoine baissa la tête. Ses larmes coulèrent. Dans son cœur, il murmura doucement. Henri, désolé, j'ai réalisé trop tard. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle d'interrogatoire, l'atmosphère de la gendarmerie devenait de plus en plus animée. Les médias locaux s'étaient rassemblés devant le portail. Attendant les derniers développements, les rumeurs se propageaient dans les villages environnants. Les habitants de Brumont chuchotaient au café. Certains étaient convaincus que Léa était coupable, d'autres pensaient qu'elle n'était que victime des circonstances. Au laboratoire, l'équipe scientifique complétait son rapport. Le rapport final mentionnait 3 points principaux. Premièrement, la victime était décédée des suites d'un coup violent à la tête porté par un objet contondant, correspondant au pied de biche trouvé. Deuxièmement, l'estomac de la victime contenait un taux élevé de somnifères,
suffisant pour lui faire perdre connaissance. Troisièmement, les empreintes digitales de Léa étaient clairement identifiées sur le pied de biche. Cette combinaison de preuves était presque irréfutable. Le capitaine Lacroix apporta le rapport dans la salle d'enquête. Il regarda Léa une fois de plus. « Madame, les preuves sont de plus en plus solides. Je vous conseille d'arrêter de nier. Plus vous vous obstinerez, plus la peine qui vous attend sera lourde. » Léa se mordit la lèvre, le visage crispé. Mais pour la première fois, ses yeux s'embrouillèrent. Elle baissa la tête puis dit doucement « Vous ne comprenez pas. J'avais seulement peur de tout perdre. » Antoine la regarda fixement. « Tu n'as pas seulement perdu, Léa. Tu as fait perdre un père à tes enfants, un gendre à ma mère, et un frère à moi. » Sa voix tremblait, mais elle était pleine de douleur. La pièce redevint silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge murale se faisait entendre, lourd. Dehors, la pluie se mit à tomber doucement. Le village de Brumont était enveloppé d'un triste brouillard d'après-midi. Pour les habitants, cette affaire était devenue une grande histoire. Un sujet de conversation au marché, dans les champs, au café. Mais pour Antoine, ce n'était pas seulement une histoire. C'était une blessure réelle qui avait marqué sa famille pour toujours. Ce soir-là, le ciel de Foix était gris. Une pluie fine tombait, mouillant la cour de la gendarmerie. Derrière les petits barreaux de la cellule de garde à vue, Léa Roussel était assise, recroquevillée. Les mains jointes sur les genoux. Le visage pâle, mais ses yeux s'efforçaient encore de paraître forts. Depuis que les résultats de la police scientifique avaient été annoncés ce matin-là, son attitude avait commencé à changer. Si auparavant elle répondait toujours froidement, elle restait maintenant parfois silencieuse un long moment, baissant la tête ou soupirant lourdement. Comme si le mur qu'elle avait construit se fissurait lentement. Le capitaine Bernard Lacroix décida de poursuivre l'interrogatoire cette nuit-là. Sa pièce fut rendue plus calme. Il n'y avait qu'une seule lampe au-dessus de la table. Il n'y avait pas beaucoup d'agents, seulement Lacroix, un jeune enquêteur qui prenait des notes, et Antoine, assis dans un coin de la pièce en tant que témoin de la famille. Léa fut amenée, menottes au poignet. Elle s'assit lentement, la tête baissée. Le capitaine Lacroix ouvrit un dossier puis le posa sur la table. « Ces résultats scientifiques sont clairs, madame. Le coup sur la tête de la victime correspond au pied de biche trouvé. Dans son estomac, il y avait des somnifères de même composition que ceux du petit flacon de chez vous. Vos empreintes digitales sont également sur le pied de biche. Que pouvez-vous nier de plus ?» L'atmosphère était silencieuse. Léa regardait la table. Ses doigts tremblaient. Ses lèvres bougeaient lentement, mais aucun son ne sortait. Antoine retenait son souffle. Pour lui, cet instant était très lourd. Il voulait entendre la vérité, mais il avait aussi peur de la réponse qui allait sortir. Le capitaine Lacroix se pencha en avant. « Léa, je sais que vous n'êtes pas née mauvaise. Personne ne devient soudainement un meurtrier sans raison. Nous voulons savoir pourquoi. Dites la vérité, pour le bien de vos enfants. » Ces mots firent tourner la tête à Léa. Pour la première fois, ses yeux s'emplirent de larmes, qui coulèrent lentement sur ses joues. Elle prit une longue inspiration, puis sa voix se brisa. « J'avais seulement peur. Peur de tout perdre. » Antoine leva la tête. Sa poitrine était serrée. « Perdre quoi, Léa ? Tu nous as déjà fait perdre Henri à tous. » Léa se mordit la lèvre. Sa voix tremblait. Depuis le début de l'année, Henri avait changé. Il sortait souvent le soir, recevait souvent des appels de quelqu'un. J'étais suspicieuse, j'avais peur. Je ne pouvais pas dormir chaque nuit. Chaque fois que je le voyais, j'avais l'impression qu'il allait me quitter et emmener les enfants. Antoine resta silencieux. Dans son cœur, il se souvenait du nom de Chloé qui avait été mentionné pendant l'enquête. C'était donc vrai, il y avait l'ombre d'une tierce personne qui hantait le foyer de son frère. Le capitaine Lacroix dit doucement, « C'est donc cette jalousie qui vous a poussé à le faire. » Léa couvrit son visage de ses deux mains. Cette nuit-là, la dernière nuit d'août, nous nous sommes disputés violemment. Henri a parlé de séparation. Il a dit qu'il valait mieux se séparer que de continuer à se disputer. Ces mots ont obscurci mon esprit. Je ne pouvais pas accepter la réalité. Sa voix se brisa. Elle sanglotait. J'ai mélangé des somnifères dans son café. Je pensais que c'était juste pour le calmer, pour qu'il arrête de s'énerver. Mais quand il s'est endormi, j'ai pris le pied de biche. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais juste qu'il arrête de parler de me quitter. Antoine ferma les yeux. Ses larmes coulèrent abondamment. L'image de son frère doux, qui le conseillait toujours, lui apparut, gisant, impuissant,
aux mains de sa propre femme. Le capitaine Lacroix tapota doucement la table. Donc, après cela, vous avez découpé son corps et l'avez enterré sous le jardin sur le toit. Léa hocha lentement la tête. Son visage était dévasté. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste tout couvrir. Je pensais que si je faisais un jardin, les gens croiraient que notre maison allait bien. J'arrosais ses plantes tous les jours, comme si de rien n'était. Antoine se tourna vers elle, le visage plein de douleur. Léa, pourquoi n'as-tu pas parlé? Pourquoi n'as-tu pas demandé l'aide de la famille? Léa pleura encore plus fort. J'avais honte, Antoine. J'avais peur que vous me détestiez tous. J'avais peur qu'on me prenne mes enfants. Je pensais que si je cachais tout ça, je pourrais les garder. Mais regarde maintenant, j'ai tout perdu. La pièce était silencieuse, seuls les sanglots se faisaient entendre. Antoine serrait fermement la chaise, essayant de contenir sa colère mêlée de pitié. Le capitaine Lacroix ferma finalement le dossier. Sa voix était lourde mais calme. Bien, vos aveux seront enregistrés, mais souvenez-vous, ce n'est pas la fin. La procédure judiciaire suit son cours. Léa baissa la tête, ses larmes coulaient toujours. Elle semblait brisée, mais aussi soulagée. Car le fardeau qu'elle avait caché pendant des mois était enfin sorti. Antoine se leva lentement. Il regarda Léa une dernière fois. Ses yeux étaient rouges. Tu as raison, Léa. Tu as tout perdu. Mais le plus douloureux, c'est que tu as fait perdre à tes enfants leurs deux parents en même temps. Léa sanglota, le visage couvert par ses mains. Antoine sortit de la pièce d'un pas lourd. La pluie à l'extérieur redoublait d'intensité, trempant la cour de la gendarmerie. Pour Antoine, cette nuit était un tournant. La vérité qu'il cherchait avait enfin été révélée. Bien que de la manière la plus amère, il rentra chez lui, le cœur déchiré, portant une seule résolution dans sa prière. Henri, j'ai trouvé la réponse. Maintenant, mon devoir est de m'occuper de tes enfants pour qu'ils puissent grandir avec de l'amour, pas avec des blessures. Le lendemain, la nouvelle des aveux de Léa Roussel s'était répandue dans tous les coins du village de Brumont. Du café, du marché traditionnel au champ, les gens chuchotaient doucement, comme s'ils ne pouvaient pas croire qu'une femme simple puisse garder un secret aussi sombre. Cependant, le plus lourd n'était pas les rumeurs des habitants, mais la manière dont la nouvelle parviendrait aux oreilles de la famille élargie d'Henri. Antoine rentra chez sa mère un après-midi morose. Le ciel était couvert, les feuilles mouillées, reste de la pluie. Sur le porche de la simple maison en bois, sa mère était assise sur une chaise en bambou. Le visage pâle, les yeux gonflés pour ne pas avoir dormi de la nuit. Dès qu'elle vit Antoine arriver, la vieille femme se redressa. Bien que son corps semble faible. D'une voix rauque, presque un murmure, elle demanda « Est-ce vrai ce que disent les gens ?»« Est-ce vrai ?» Sa belle-fille a avoué. Antoine s'assit à côté de sa mère, serrant fermement sa main ridée. D'une voix tremblante, il expliqua que tout était clair, que Léa avait effectivement avoué et qu'Henri était bien parti. Le corps de sa mère se mit à trembler violemment. Le mince foulard qu'elle portait tomba au sol. Des larmes coulèrent abondamment. Elle couvrit son visage de ses deux mains en gémissant vers Dieu. Pourquoi leur famille devait-elle être détruite de cette manière? Antoine pleura aussi, serrant les épaules de sa mère. Il sentit sa poitrine se serrer comme si le monde s'effondrait devant lui. Il dit qu'il avait lui-même du mal à y croire. Mais les preuves étaient claires. On ne pouvait plus le nier. Ils restèrent silencieux un long moment, seulement en pleurs. Le vent du soir soufflait, apportant l'odeur de la terre mouillée. La maison était remplie d'un silence lourd, comme si elle ressentait elle aussi la blessure incurable. Peu de temps après, les deux enfants d'Henri accoururent de l'arrière-cour. Sophie, 9 ans, correction contextuelle. L'histoire a commencé en 2022 avec 7 ans, le procès est plus tard, et son petit frère Rémi, 6 ans, correction contextuelle, l'histoire a commencé avec 10 ans. Leurs visages étaient innocents, ignorant ce qui frappait réellement leur petite famille. Sophie regarda oncle Antoine avec des yeux clairs pleins d'espoir, puis demanda quand son père rentrerait et où était sa mère. Cette question frappa la poitrine d'Antoine comme un marteau. Il fut pris à la gorge. Sa langue était pâteuse. Il ne put que caresser la tête de ses neveux en se promettant en silence qu'il ne les laisserait pas seuls. Le petit Rémi serra fermement la taille d'Antoine en disant doucement que son père lui manquait. De petites larmes coulèrent sur ses joues. Les pleurs des enfants éclatèrent, rendant l'atmosphère de la maison encore plus poignante. La mère d'Antoine ne put que saisir ses petits-enfants. Les serrant fort contre elle en leur murmurant d'être forts. Cette nuit-là, la maison de la petite famille fut remplie d'une atmosphère de deuil.
Quelques voisins vinrent apporter de la nourriture et présenter leurs condoléances, bien qu'il n'y ait pas encore eu d'enterrement car le corps d'Henri était toujours au laboratoire de médecine légale. Dans la cuisine, Madame Martine, une vieille voisine, chuchota à Antoine. Elle avait pitié des enfants qui avaient perdu leur père. Tandis que leur mère était maintenant impliquée dans une affaire. Elle demanda quel serait leur sort. Antoine baissa simplement la tête, les yeux humides. Il répondit brièvement que quoi qu'il arrive, il s'occuperait d'eux. Madame Martine hocha la tête, lui tapota l'épaule et pria pour qu'Antoine ait la force. Cette nuit-là, Antoine ne put dormir. L'image des aveux de Léa continuait de le hanter. Les mots de Léa, disant qu'elle avait seulement peur de tout perdre, résonnaient sans cesse dans sa tête. Il se sentait en colère, mais d'un autre côté, il ressentait aussi de la pitié. Colère parce que son frère lui avait été arraché si cruellement. Mais pitié parce que les enfants de Léa devaient maintenant porter un péché qui n'était pas le leur. Vers minuit, il entendit un petit sanglot venant de la chambre voisine. Il jeta un coup d'œil et vit Sophie toujours éveillée, serrant une poupée usée offerte par Henri. L'enfant disait doucement qu'elle avait rêvé que son père venait en souriant et lui disait de ne pas avoir peur. Mais elle ne comprenait pas pourquoi son père n'était pas encore rentré. Antoine entra, s'assit sur le bord du lit, puis caressa doucement les cheveux de l'enfant. Il la calma en disant que parfois, les gens que nous aimons ne peuvent pas revenir, mais qu'ils restent dans notre cœur, nous gardant de loin. Sophie resta silencieuse, les yeux embués, puis dit qu'elle devait être forte pour son petit frère et sa grand-mère. Antoine retint ses larmes, sourit faiblement et confirma que c'était ce qu'elle devait faire. Finalement, Sophie s'endormit. Bien qu'elle sanglote encore doucement, Antoine resta assis longtemps à côté d'elle, regardant ce visage innocent qui devait maintenant affronter une réalité amère trop tôt. Le lendemain matin, l'atmosphère du village de Brumont était de plus en plus animée. Les gens s'attroupaient au café, discutant de cette affaire avec différentes versions. Certains se moquaient de Léa, la qualifiant de cruelle. D'autres chuchotaient qu'elle n'était peut-être qu'une victime d'une peur incontrôlable. Mais dans la maison de la famille d'Antoine, il n'y avait plus de place pour les commérages. Il n'y avait que le deuil, la prière et l'espoir que ses enfants puissent surmonter une si grande tempête de la vie. Antoine s'assit sur le porche, regardant la route du village mouillée par la rosée du matin. Dans son cœur, il fit la promesse que, même si la vie de son frère avait été arrachée, il ne laisserait pas ses enfants grandir dans l'ombre de la haine. Doucement, il pria pour que Dieu renforce ses pas. Car à partir de ce moment, la responsabilité de la famille reposait sur ses épaules. Le jour du procès arriva enfin. Ce matin-là, le ciel de foie était gris, des nuages épais pendaient, comme s'ils accentuaient la pression de l'atmosphère. La route menant au tribunal correctionnel était remplie d'habitants. Certains venaient par curiosité, d'autres par sympathie, et d'autres encore voulaient simplement être témoins de l'histoire de cette affaire qui avait secoué toute la région. À l'extérieur du palais de justice, des vendeurs à la sauvette criaient pour offrir leurs marchandises. Les journalistes se bousculaient avec leurs caméras, prêts à capturer chaque instant. Tandis que les forces de l'ordre veillaient à ce que la foule reste disciplinée. Des banderoles et des affiches réclamant la justice étaient brandies. Certaines exigeaient une peine sévère pour Léa. D'autres n'écrivaient que des prières pour les deux jeunes enfants qui avaient maintenant perdu leurs parents. Antoine arriva tôt avec sa mère. Le visage de sa mère semblait fatigué. Son corps était mince, mais sa détermination à être présente restait inébranlable. Elle murmura doucement qu'elle devait entendre elle-même ce que le juge dirait de son fils et de sa belle-fille. Antoine lui serra simplement la main, essayant de la soutenir. Dès l'ouverture de l'audience, le silence se fit. Le président du tribunal entra dans la salle, frappa 3 coups de marteau. Le procureur de la République s'assit à gauche avec un dossier épais, tandis que l'avocat de Léa était à droite, le visage stratégique. Peu de temps après, la porte du fond s'ouvrit. Léa entra, vêtue de l'uniforme orange des détenus. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle, sa démarche chancelante. Elle baissa la tête, évitant les regards des dizaines de pères Dieu qui la transperçaient. Antoine la regarda avec un cœur partagé, en colère, déçu. Mais au fond de son cœur, il y avait encore un sentiment de pitié, car il savait que Léa restait la mère de 2 enfants qui souffraient actuellement. Le procureur se leva alors, la voix forte. Il lut l'acte d'accusation. L'accusée, Léa Roussel, dans la nuit du 28 août 2022, a délibérément administré une dose mortelle de somnifère à son époux, Henri Sauveterre, avant de lui ôter la vie en le frappant à la tête à l'aide d'un pied de biche. La voix du procureur continua de résonner dans la salle d'audience silencieuse, détaillant méthodiquement la dissimulation macabre qui avait suivi.
La dissimulation du corps sous le jardin d'intérieur au 2e étage, les sacs de ciment et les carreaux achetés en pleine nuit, et les mois de mensonges froids adressés aux voisins, aux enfants et à la famille. Un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Antoine serra le bras de sa mère, dont le visage était baigné de larmes silencieuses. Léa, au centre de l'attention, ne leva pas les yeux. Elle avait déjà tout avoué lors de l'instruction, mais entendre les faits énoncés publiquement donnait, à l'horreur, une finalité écrasante. Son avocat plaida les circonstances atténuantes. La peur panique de l'abandon, la détresse psychologique née des soupçons d'infidélité, l'absence de préméditation sur l'acte final, décrit comme un coup de folie après la menace de séparation. Mais les preuves matérielles, le pied de biche portant ses empreintes, les somnifères, les témoignages sur son calme troublant, étaient accablantes. Après une longue délibération, le tribunal rendit son verdict. Le marteau du président frappa, mettant fin à la tension insoutenable. Au nom du peuple français, la Cour déclare Léa Roussel coupable d'homicide volontaire sur la personne d'Henri Sauveterre. La Cour la condamne à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Un cri étouffé s'échappa de la mère d'Henri. Léa, quant à elle, ferma les yeux, son corps s'affaissant légèrement, comme si elle acceptait enfin le poids de sa nouvelle réalité. Antoine sentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse infinie. La justice était rendue, mais elle ne ramènerait pas son frère. Les jours suivants, le village de Brumont tenta de retrouver une forme de normalité. La maison au bout de la ruelle, désormais scellée par la justice, devint un mémorial silencieux du drame, un lieu que les habitants évitaient. Les médias partirent, et seuls restèrent ceux qui devaient vivre avec les conséquences. Antoine, fidèle à sa promesse silencieuse, prit Rémi et Sophie sous son aile. Avec l'aide de sa mère, il s'efforça de leur offrir un semblant de stabilité, loin des regards et des chuchotements. Il leur faudrait du temps pour comprendre, pour guérir de la perte de leur père et de l'absence de leur mère, désormais emprisonnés par son acte. Assis sur le porche de la maison de sa mère, regardant les enfants jouer dans le jardin. Un vrai jardin cette fois, baigné de soleil, Antoine repensa à la leçon de son frère, nous devons veiller l'un sur l'autre.